Bonjour, je suis Jean-Mathieu Pernin. Bienvenue dans Libellisé, le podcast de Libération qui vous raconte la présidentielle. Depuis le mois de février, nous vous relatons les coulisses de cette course à l'Élysée où entre coups bas, combat d'ego, ralliement et même un chien électeur pendant les primaires LR, oui, il s'est passé quelques petites choses. Dimanche, on vote pour le premier tour et Libellisé vous propose de revenir chaque jour de cette semaine sur la campagne d'une ou d'un candidat vu par la ou le journaliste qui l'a suivi au plus près, aujourd'hui Emmanuel Macron. Et la journaliste qui a été au plus près donc du candidat, c'est toi, Charlotte Chaffanjon, salut. Salut. Pour toi, quel a été le moment marquant de la campagne d'Emmanuel Macron? Alors c'est vrai que la campagne d'Emmanuel Macron a été très courte, mais je retiendrai sa conférence de presse à Aubervilliers le 17 mars, qui a duré 4 heures, au cours desquelles il a présenté son programme. Et en fait, au-delà du fait même qu'il présentait son programme, c'était plus une manière de dire « vous m'avez reproché de ne pas avoir d'idée, vous m'avez reproché d'être potentiellement un futur président sans mandat, puisque j'ai été élu grâce à la guerre, et bien voilà ». Et en fait, ce catalogue de mesures qui était très détaillé, d'ailleurs à la limite de la provocation dans sa manière de le faire, quand il nous expliquait je vais vous redonner 6 exemples sur des micro-détails, un peu façon exposé de Sciences Po. C'était un peu pour clore cette, on va dire, première partie de fausse campagne où on le présentait comme évanescent et rentrer un peu plus dans le dur du sujet, malgré le fait qu'ensuite il n'a toujours pas fait de débat, fait très peu de déplacements jusqu'avant la dernière ligne droite. Mais voilà, pour moi c'est en fait presque le seul moment où il se présente comme un candidat face à tous. Après, il fait des déplacements, et il rencontre des Français, etc. Mais là, c'est un moment de conférence de presse, c'est sa deuxième du quinquennat, c'est dire l'importance du moment. Est-ce qu'il a réussi à imposer ses thèmes ? Alors sur certains, oui. Je pense à la retraite à 65 ans, parce que c'était pas du tout son projet de 2017. Donc on a eu besoin de décortiquer ce qui avait pu évoluer entre les deux. C'est un vrai changement de philosophie, puisque en 2017, il a été élu sur l'universalité du système. Il n'y est pas parvenu pour plein de raisons, mais du coup là c'est plus du tout le même projet, on est sur 2 candidats complètement différents. Je pense notamment au fait de conditionner le RSA à 15 à 20 heures, ça a effectivement fait débat, alors parce que la droite l'a accusé de l'avoir pillé, que la gauche s'en est défendue, mais oui, quelque part il a imposé ces thèmes qui ont un petit peu remplacé des thèmes qui avaient été plus trustés jusqu'ici par Éric Zemmour, notamment sur l'immigration, moins Marine Le Pen qui a fait sa campagne, on l'a vu, sur le pouvoir d'achat. Mais oui, je dirais qu'il a quand même réussi à imposer 2-3 idées. Croit-il à sa victoire ? Oui, je pense qu'il croit à sa victoire, complètement, pour plusieurs raisons. Tout d'abord, les sondages, quand bien même ils peuvent se tromper, convergent tous, sans exception, vers la victoire d'Emmanuel Macron, même si l'écart se rétrécit dans certains entre les 2 tours. Et ça n'a jamais varié du quinquennat. Il n'y a pas une fois un sondage. Alors je crois qu'une fois, début décembre, Valérie Pécresse, dans un sondage, a été donnée en tête au second tour. Mais là, c'est vraiment une convergence totale et absolue. Il a des raisons de fond de penser qu'il peut être élu parce qu'une partie de l'électorat de droite de Valérie Pécresse déçue s'est reportée sur lui, parce que son socle de gauche est quand même assez solide, parce que la guerre en Ukraine, quelque part, entre guillemets, lui profite. Est-ce qu'on a envie vraiment de changer de capitaine dans la tempête ? En tout cas, c'est ce que eux pensent. Donc oui, il croit à sa victoire. Quelles sont finalement les principales difficultés du candidat Macron ? Justement, les principales difficultés du candidat Macron, c'est de prouver qu'il va être réélu pour un projet et pas uniquement pour de la continuité. C'est pour ça que je disais que le moment important de sa campagne, à mon avis, était la conférence de presse où il a présenté des mesures. Il est très important pour lui de donner le sentiment qu'il va y avoir une nouvelle impulsion. D'abord parce que c'est un trait de son caractère d'être dans le mouvement et parce que son ADN est la promesse de transformation qu'on a un peu oublié pendant 5 ans, parce que le Covid, parce que l'Ukraine, parce que des échecs personnels, parce que des échecs politiques. Et donc ses principales difficultés pour moi, c'est d'arriver à être un président de second mandat avec une promesse autre qu'on continue. Comment il vit finalement cette deuxième campagne ? Est-ce que pour lui c'est un chemin de croix, un plaisir ? Est-ce que ça va de soi ? Comment il la vit lui-même, cette campagne ? Je pense que c'est ni l'un ni l'autre. Il faut savoir que son équipe a théorisé l'idée, bien avant le début de la guerre, qu'il ne serait pas candidat réellement, mais plus président à 100%. Donc évidemment, il a des moments de candidat, mais il était complètement théorisé que la priorité était au président. Et d'ailleurs, dans l'action, ça s'est vu ensuite sur la gestion de la crise ukrainienne, de la guerre. Donc je pense qu'il la vit comme des parenthèses en fait dans son quotidien, parce que c'est ce que c'est factuellement. Il a fait 2-3 déplacements par semaine ces 2 dernières semaines, donc c'est très peu pour un candidat, c'est très très peu. Est-ce qu'il y a un événement pour toi en coulisses qui pourrait résumer la campagne d'Emmanuel Macron ?
C'est très compliqué la coulisse avec Emmanuel Macron, parce qu'il y a peu de coulisses en fait. Il donne beaucoup à voir, il se met en scène, il théâtralise toute son action, mais on remarquera par exemple, je pense au quinquennat de François Hollande, qu'on a beaucoup moins dans la presse, vous savez, des petits échos de crises, d'engueulades en coulisses entre les lieutenants, etc. Parce que ils ont quand même réussi à aseptiser tout ça. Cependant, je dirais que c'est pas vraiment de la campagne, mais la grande nouveauté de ces dernières semaines, et le candidat président va se faire réélire aussi là-dessus, c'est sa capacité à dialoguer avec Vladimir Poutine, avec Volodymyr Zelensky. Et ça, c'est la première fois que l'Élysée crée une boucle WhatsApp avec les journalistes, où on est abreuvé vraiment minute par minute de tout le quotidien du président de la République, des appels qui passent, des calls qu'il fait, des visioconférences qu'il fait, etc. Donc quelque part, c'est de la coulisse, parce que personne ne voit Emmanuel Macron discuter avec Vladimir Poutine, et Dieu sait qu'on aimerait bien voir à quoi ça ressemble, mais ça nous est un peu raconté minute par minute, et je pense que c'est quand même un des éléments les plus intéressants de sa fin de mandat. Comment s'imagine-t-il finalement pour la suite? Parce que la question récurrente que je pose à tous les journalistes qui ont suivi des candidats, c'est compte-t-il jouer un rôle national? Alors forcément pour Emmanuel Macron. Je vais la changer un petit peu, je veux dire, est-ce que Emmanuel Macron s'imagine ne plus être président? Je pense qu'il s'imagine ne plus être président dans 5 ans. Oui, alors premièrement parce que la Constitution l'empêche de briguer un 3e mandat, mais encore qu'il pourrait revenir 5 ans plus tard, ça personne ne l'empêche, il n'aurait que 55 ans. Je pense qu'il s'imagine président pour les 5 prochaines années, et à l'aube de ses 50 ans, il fera autre chose. Est-ce qu'il est facile à suivre comme candidat Emmanuel Macron? Non, il n'est pas facile à suivre, parce que pour un journaliste, c'est très compliqué d'avoir un candidat, mais même un politique, qui a une telle volonté de contrôle de son image, qui n'a pas, je pense, un respect fondamental pour les rubricards, dont il considère qu'il s'intéresse plus à l'écume des choses qu'au sujet profond. Donc, il y a vraiment un cordon sanitaire qui est placé par son équipe entre lui et les journalistes. Même dans les déplacements, c'est tout à fait possible d'être parqué dans un bus derrière un parking pendant que lui fait sa déambulation, on ne peut pas le voir. Donc c'est beaucoup de combats, beaucoup de discussions, beaucoup d'engueulades pour réussir à percevoir un petit bout d'émotion à transmettre, quoi. Merci Charlotte. Libellisé spécial premier tour continue. On vous donne rendez-vous toute la semaine avant le vote pour écouter ceux qui ont suivi au plus près les principaux candidats qui ont arpenté les coulisses de cette élection depuis des mois. La musette pleine d'anecdotes et toujours bien sûr en pleine forme. Retrouvez tous les épisodes sur votre application de podcast préférée et sur libération.fr. Un bon podcast avant d'aller voter, toujours le mot d'ordre de Libellisé.